Donc du coup, on accueille aujourd'hui Ariel, qui bosse chez Deezer, qui est data scientist. Donc vraiment trop contente que tu sois là ce soir pour un nouveau talk. On sait que c'était une longue journée d'académique et qu'on va voir un sujet un peu différent de la data analysis parce qu'on est sur la partie data science. Mais voilà, encore une fois, profitez-en parce que Ariel nous consacre du temps précieux pour être là ce soir. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions comme d'habitude. Vous avez du salut, je te laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Désolée, il va falloir que je regarde mon ordi parce que pour les gens qui sont en ligne, du coup, il y aura pas trop de eye contact, mais c'est pas grave. Du coup, je suis data scientist chez Deezer. Je vais vous parler un peu de mon parcours et de mon travail au quotidien et je vais vous donner quelques conseils pour quand vous voudrez postuler. Du coup, déjà, mon parcours scolaire et mes premières expériences. Du coup, j'ai fait un bac S et après mon bac S, j'ai fait une classe prépa, donc MPSI, MP. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, mais j'adorais les maths. C'était ma chance. Du coup, j'ai fait beaucoup de maths en classe prépa. Et ensuite, je suis allée en école d'ingénieur et je voulais une école très maths. Du coup, je voulais pas perdre mon niveau en maths parce que j'hésitais aussi à passer la grègue beaucoup plus tard pour devenir prof. Donc voilà, je voulais quand même garder un bon niveau de maths. Et les écoles d'ingé où il y a beaucoup de maths, en vrai, c'est des écoles spécialisées informatique. Donc j'ai atterri dans une école spécialisée informatique. Et il y avait aussi de la finance. Et du coup, donc j'ai fait une première année de tronc commun où c'était un peu la remise à niveau en informatique que j'ai très très mal vécu parce qu'il y avait tous les IUT machin qui avaient déjà fait de l'info et qui étaient trop forts. Et moi, j'avais jamais fait de code en fait. Et suite à cette année-là, j'ai fait un premier stage, donc mon tout premier stage dans les médias. Donc j'étais chez AB Group pour 2 mois. Et là, j'ai fait du développement web, donc pendant 2 mois. Ça s'est très bien passé. C'était ma première expérience du coup en entreprise. Ça peut faire peur, mais bon, j'imagine que vous travaillez tous. Mais du coup, c'était vraiment une bonne expérience. Donc je me suis rendu compte que en vrai, ça collait quoi avec ma personnalité quoi de travailler en entreprise. Ensuite, du coup, 2e année d'école, donc j'ai choisi un parcours. Je me suis remise vraiment dans les maths. Je voulais vraiment suivre l'info. Et du coup, j'ai pris un parcours maths appliquées. Et en fait, pendant cette année, on avait beaucoup de ce qu'on appelle optimisation et on avait d'autres choses, beaucoup de stats. Et aussi, on avait la matière data science. Et donc, c'était mon premier contact avec la data science. Donc, on fait les cours, etc. Et on a eu un TP où, en gros, on devait prédire des notes d'élèves en fonction de la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. Et en fait, c'est un TP qui m'a beaucoup plu parce qu'il y avait tout l'aspect sociologique, quoi. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, c'était une matière où, c'était je perds mes mots. Mais bref, une matière qu'on pouvait appliquer à plein de domaines. C'est le titre de ma masterclass. Donc voilà, c'est là que j'ai compris que j'allais pouvoir, choisir un peu l'industrie dans laquelle j'allais travailler plus tard. Alors que quand on est en école d'ingénieur, je sais pas, moi, je pensais aller faire de l'aéronautique après, quoi, parce que c'est un peu le parcours classique. Ou alors, je sais pas, il y a les écoles d'ingénieurs, il y a, je sais pas, bâtiments, construire des ponts, etc., les mines. Bref, je m'égare. Du coup, j'ai décidé. Donc après ça, j'ai fait encore un stage cette fois dans une start-up qui faisait du retail, où j'ai dû prédire les ventes de tel ou tel article et tout. Donc c'était une première expérience pro en tant que data scientist, même si j'avais fait plein de projets à l'école. Voilà, là, j'ai touché aux données complètement sales. Enfin, je sais pas si on vous a dit que dans la vraie vie, les données, elles sont dégueu, il faut les nettoyer, etc. Oui. Voilà, là, j'ai compris. Et du coup, suite à ce stage, donc, j'ai eu ma dernière année d'école où j'ai pu faire un double diplôme, un master, vraiment orienté, c'était pas juste maths appliquées, là, c'était vraiment data science. Et
Et donc ouais, jusqu'à présent, je m'étais vraiment laissée porter. J'avais jamais su ce que je voulais faire, mais j'aimais les maths. Après, j'ai compris que ça j'aimais bien, etc. Mais je savais pas que je voulais être data scientist. Donc bref, j'arrive dans ce master et c'était vrai. On avait vraiment des super profs. On a appris plein de modèles différents. Et en fait, dès qu'on apprenait un modèle, on l'appliquait sur des données concrètes, enfin sous forme de projet, quoi, de TP. Et je reviendrai là-dessus à la fin pour mes conseils, mais ça m'a permis vraiment de me sentir beaucoup plus légitime ensuite pour apply, pour ouais, postuler. Merci. Pour postuler. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai fait 6 mois cette fois en banque, 6 mois de stage en banque à Société Générale. Ça s'est super bien passé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la classification pour. J'étais côté marketing. En fait, je devais cibler les utilisateurs qui vont acheter tel ou tel produit. Voilà. Et du coup, pendant que j'étais à Société Générale, donc ça c'était en 2018, je commençais un peu à postuler à autre part. Je savais que j'allais pas rester en banque. Moi, je voulais travailler dans la musique. Du coup, j'ai commencé un peu à contacter plein de gens sur LinkedIn. Et il y a une fille de la SACEM qui m'a conseillé une SS2I, une boîte de conseil. Elle m'a dit, eux, ils ont la SACEM en client, renseigne-toi, etc. Et c'est comme ça que j'atterris chez Bizen, parce qu'ils avaient la SACEM en client. Bon, j'ai fini chez Enedis, mais du coup, j'ai passé 9-10 mois chez Enedis. Et alors là aussi, je reviendrai, mais j'avais pas vraiment un travail de data scientist, j'avais plus un travail de data engineer. Et je vais faire de la migration d'un langage à un autre. Enfin, ils avaient tout un tas de code sur un langage qui était un peu vieux et il fallait le passer dans un autre langage, quoi. Bah, je pense que vous voyez un peu ce que... Enfin, SAS, je sais pas si vous voyez ce que c'est un langage très vieux et j'ai dû passer en HQL. C'est un peu comme du SQL, mais c'est sur Hive. Et vous faites tous du SQL, j'imagine. Ok. Donc ça, c'était chez Enedis. Et ensuite, j'ai finalement été prise chez Deezer après avoir bien harcelé. Et du coup, j'ai quitté Bizen. Et du coup, bah là, ça fait 4 ans et demi que je suis chez Deezer. J'ai toujours été dans la même équipe, l'équipe recommandation. Mais je vais vous expliquer ça plus en détail. Bon, déjà, je vous présente ce que c'est Deezer. Du coup, c'est une plateforme de streaming de musique qui existe depuis 2006. Avant, ça ressemblait à ça, là. C'était très moche. C'était illégal. Et c'est la toute première plateforme de streaming, contrairement à ce qu'ils disent dans The Playlist sur Netflix. C'était nous, le tout premier contrat entre quelque chose comme la SACEM et une plateforme, c'était Deezer en 2007, du coup. Parce qu'en 2006, c'était encore illégal. Et Spotify est apparu en 2007 aussi, mais après nous. Et du coup, maintenant, on ressemble à ça. On vient juste de changer le logo en novembre 2023. Et du coup, Deezer, donc on a plus de 90 millions de titres, on est présent dans plus de 180 pays, on est intégré dans des devices de plein de marques, donc des enceintes connectées, des montres, etc. Ce qui nous différencie nos concurrents, c'est les contenus exclusifs. Donc il y a des morceaux qui sont disponibles que sur Deezer, des playlists éditoriales qui sont faites à la main par des experts. On a des paroles avec la traduction maintenant et on a du son en haute qualité. Et ce qui nous différencie aussi, c'est les algorithmes de recommandation. Mais ça, j'en parlerai plus en détail. Avant de vous présenter mon métier, je vais vous parler des métiers de la data chez Deezer. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais chez Deezer, on a ces 4 métiers-là. Alors, très rapidement, les data engineers, c'est ceux qui vont nous formater ce qu'on appelle des logs. Les logs, c'est vraiment la moindre interaction entre l'utilisateur et l'appli. Enfin, ça peut être vraiment on scrolle de 1 cm ou alors on scrolle de 3 cm. Ça renvoie des lignes en fait de données. C'est ce que ça s'appelle des logs. Donc, ils vont bien nous les formater, nous les rendre accessibles, etc. Ensuite, donc c'est un travail très technique en vrai. Je peux pas trop m'étaler dessus parce que voilà, c'est le plus technique de tous, je pense. Ensuite, on a les data scientists. Donc il y a des data scientists qui vont travailler avec la fraude,
En fait, les data scientists, notre métier, c'est de prédire, entre guillemets, le futur, quoi. Donc, il y a les data scientists qui vont prédire, tel artiste, il a fraudé, tel utilisateur aussi, il a fraudé, c'est un faux mail, machin. Il y a aussi d'autres qui vont prédire, tel utilisateur, ils vont quitter l'application. Enfin, on prédit plein de choses, quoi. Et du coup, moi, je vais prédire les goûts musicaux des utilisateurs. C'est mon service. Et donc pour ça, on récupère les données et on applique des modèles statistiques dessus et voilà. Ensuite, il y a les data analysts qui vont beaucoup nous aider à monitorer nos performances, quoi. Donc ils vont nous sortir vraiment plein de ce qu'on appelle des dashboards. On va pouvoir vraiment monitorer jour par jour, KPI par KPI. Vous savez ce que c'est un KPI? Ok. Et donc on va pouvoir surveiller. Donc nous déjà, ça nous permet, les dashboards nous permettent de nous, si on veut, regarder comment ça performe. Mais eux aussi, ils vont faire des analyses hyper poussées sur ces datas et ensuite nous recommander des améliorations ou alors aller parler au product manager et leur dire il faudrait créer telle ou telle fonctionnalité, etc. Et ils nous aident aussi à quand on veut lancer un A/B test. Vous savez ce que c'est un A/B test? Non. Ok. Les tests, on le verra dans 3 jours. J'explique du coup ou... Ça peut être oui, je pense. Ok, en vrai, de toute façon, c'est hyper simple. Imaginons, on a je sais pas, une app, on veut savoir s'il faut mettre un bouton vert ou un bouton rouge. On va envoyer le bouton vert à 50% de la population, le bouton rouge à 50% de la population, et on voit lequel performe le mieux. Et on peut faire des ABC tests. S'il y avait aussi un bouton bleu, ça aurait été un ABC test, on peut tester plein de trucs. Et par contre, il faut bien choisir les KPI. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que, je sais pas, que le bouton il soit cliqué plein de fois, ou alors est-ce qu'on veut que l'utilisateur il retourne sur l'application? Enfin bref. Et nous, nos KPI, c'est, je sais pas, le nombre de likes, le nombre d'ajouts en playlist, le nombre de skips aussi, du coup les retours négatifs, le nombre de bans, le nombre de la reconnexion aussi. Est-ce que tu retournes sur la fonctionnalité d'un jour à l'autre? Ou même d'une session à l'autre. Est-ce que tu vas visiter les pages artistes à partir de la chanson que je t'ai recommandée, que tu cliques sur les chansons des artistes, etc. Donc voilà, ça c'est nos KPI. Dans tout ce que j'ai dit, il y a des trucs qu'on veut augmenter, des trucs qu'on veut diminuer. Le nombre de skips, on veut le diminuer, évidemment. Bref. Et finalement, le dernier métier qu'on a chez Deezer, c'est les data researchers. C'est un peu... moi, j'appellerais ça le service R&D, mais ils aiment pas qu'on les appelle comme ça. Mais en gros, c'est beaucoup de doctorants. Ils vont à plein de conférences, ils écrivent des papiers scientifiques, et ils se mettent à jour sur l'état de l'art, sur les nouveaux modèles qui ont été découverts, etc. quoi. Et ils nous aident beaucoup. Ils nous donnent plein de données aussi que eux-mêmes ont pu machiner. Voilà. Mais ça, j'y reviendrai aussi. Du coup, mon équipe, en gros, donc ça c'est le PDG, le CEO. On a plein de grosses équipes. Moi, je suis dans l'équipe innovation. Dans l'équipe innovation, il y a la research, la R&D. L'équipe diversification où c'est des gens qui vont créer un peu des apps externes à partir de l'app principale, genre des karaokés ou ils testent plein de trucs, voilà. Et il y a mon équipe où il y a tous les data scientists, quoi. Donc vous remarquerez qu'il n'y a pas de data analyst dans la grosse équipe innovation, eux ils sont de part. Et du coup dans la team data science, il y a donc l'équipe business, donc c'est ceux que je vous ai dit qui vont prévoir la fraude. Ou alors, tel user va nous quitter, attention. Il y a aussi, je vous en ai pas parlé, mais la search, la barre de recherche, en fait. Et il y a mon équipe, la recommandation, donc qui est composée de un manager. On est 3 data scientists dans l'équipe. Et sinon, il y a 2 software engineers qui en vrai appartiennent à toute l'équipe data science, mais qui travaillent beaucoup avec nous. Alors, ça, c'est nos fonctionnalités. En fait, pour vous expliquer mon quotidien, il va falloir que je vous explique un peu comment sont créées ces fonctionnalités. Mais du coup, très rapidement, donc là, on a une carte, mon top du mois dernier, donc c'est les tracks que tu as le plus écouté le mois dernier. Ensuite, on a ce qui s'appelle des daily. C'est un peu thématique, quoi. Si vous avez Spotify, c'est l'équivalent des radios.
Donc là, on a du rap français hyper récent. Là, on a, il y a un peu de niche. Là, on a du rap français beaucoup moins niche, un peu plus dansant. Là, c'est du latino. Et là, c'est du rap français, mais à l'ancienne, par exemple. Et ça, c'est encore du latino, mais c'est pas le même latino. Donc, c'est un peu des trucs sur lesquels on peut pas vraiment mettre de mots, mais c'est des artistes qui sont proches les uns des autres, quoi. Donc, c'est thématique. Et ensuite, ça, c'est une carte. On appelle ça des cards. Donc, c'est une carte découverte. En fait, c'est que des artistes que tu ne connais pas, mais que tu es censé aimer. Et enfin, il y a les nouveautés. Toutes les semaines, les nouveautés. Généralement, c'est le vendredi que sortent toutes les nouveautés. Donc, cette carte, elle est mise en avant le vendredi. Et pareil, c'est que des trucs que tu es censé aimer. Et on a, ça c'est une feature qui nous différencie beaucoup, qui n'est pas dans les autres apps de streaming. C'est le flow, c'est un peu une radio intelligente. En fait, t'as même pas à réfléchir ce que tu veux, juste tu cliques sur play. La première track, c'est une track qui est dans tes favoris pour te mettre un peu dans ta zone de confort, etc. Mais après, ça part un peu loin. C'est toujours les trucs que tu vas aimer, c'est vraiment 100% personnalisé. Mais on essaye de sortir un peu les gens de leur zone de confort et de leur faire découvrir des choses, etc. Et du coup, ça alterne entre des trucs que tu connais, des trucs que tu connais pas, des trucs que t'as pas écouté il y a longtemps, que t'as pas écouté depuis longtemps, pour faire un peu Madeleine de Proust, etc. C'est un peu comme la radio. Et là, on l'a décliné récemment en flow. Il y a le flow moods, donc on a isolé 6 moods différents, et donc tu pourras préciser si tu fais du sport, si t'es triste, si t'es en mode romantique, etc. Et on a aussi le flow par genre, où on peut avoir le flow, même la même rotation, etc., mais ciblé dans un genre. Et alors autant ça c'est pas personnalisé, enfin je veux dire les icônes sont pas personnalisées. Autant là, si j'ai du afrobeat et du rap et du zouk, c'est que moi j'écoute ça. Enfin on n'aura même pas la même roue en fait. On met, enfin il y a que les genres que moi j'aime qui sont affichés, et du coup ça c'est personnalisé pour le coup. Alors comment on fait ça? Du coup, c'est un peu comme sur Amazon. On regarde sur Amazon, ils regardent les choses qui sont souvent achetées ensemble. Ça fait que si on achète un produit A et qu'il est souvent acheté avec le produit B, ils vont vous recommander le produit B. Bah là, c'est exactement pareil. On regarde les chansons qui sont souvent écoutées dans les mêmes sessions, qui sont souvent mises dans les mêmes playlists. Et du coup, on considère que ces chansons sont des chansons similaires. En tout cas, d'après les utilisateurs, c'est des chansons qui sont similaires. En fait, on utilise les playlists qui sont créées par les utilisateurs pour nous, quoi. On se sert, ils travaillent pour nous. Et ça s'appelle du collaborative filtering. Bon, vous avez pas besoin de savoir en vrai, mais du coup, voilà. Et du coup, on fait tout un tas de manip statistiques, et on arrive à un espace de plein de dimensions. Bon, là, il est en 3D, mais en vrai, il y a 128 dimensions. Et on arrive à placer les chansons Enfin, chaque chanson, c'est un point, en fait. Et du coup, qui dit point dit vecteur. Donc, chaque chanson, c'est à des coordonnées, donc un vecteur multidimensionnel, qu'on va appeler un embedding. J'ai souvent utilisé le mot embedding, mais du coup, un embedding, c'est un vecteur. Et du coup, donc chaque chanson, c'est un point, et les points qui sont proches les uns des autres, c'est des chansons qui sont similaires les unes des autres. Et du coup, après, tout notre travail consiste à placer l'utilisateur dans l'espace. Et du coup, maintenant que je vous ai parlé des embeddings, je vais pouvoir vous parler de trucs un peu plus digestes. Ouais, pour placer non, j'avais zappé ces slides normalement, on les met pas. Du coup, plusieurs types de projets. J'ai isolé 3 gros types de projets. D'abord, on va souvent améliorer des fonctionnalités qui existent déjà. Donc, par exemple, les data analysts nous ont fait remarquer qu'il y avait tendance à y avoir beaucoup de répétitions, par exemple d'un jour à l'autre dans le flow. Je vous recommande une chanson hier, et apparemment à l'époque on recommandait aussi la même chanson le lendemain, et ça les users, bon il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais du coup quand ils nous ont fait remarquer ça, on a travaillé dessus, etc. Et donc on a amélioré la fonctionnalité. Une autre amélioration, c'est là très dernièrement, là c'est encore un A/B test d'ailleurs, j'ai amélioré le calcul des embeddings, donc les vecteurs dont je viens de vous parler.
j'ai ajouté d'autres données pour les calculer et du coup, là, on est en train de faire un A/B test pour voir si ça performe mieux ou pas. Donc voilà. Donc amélioration des fonctionnalités, c'est un peu la plus grosse partie de notre travail. D'autres types de projets, ça va être la création de nouvelles fonctionnalités. Donc, comme je vous ai dit, avant, on n'avait que le flow, et là, c'est assez récent, c'est de nouvelles déclinaisons. Mais autre exemple de nouvelles fonctionnalités, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont un peu saisonnières. Enfin, par exemple, vers la fin de l'année, il faut toujours faire un petit truc pour se remémorer l'année qui vient de passer. Donc on vous fait le récap de ce que vous avez écouté, ce que vous avez aimé, combien d'artistes vous avez écouté, nanana. Plein de stats. Et là, cette année, on s'est dit qu'on allait proposer la future playlist 2024. Donc en fait, on va prédire les découvertes d'utilisateurs en 2024. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé aussi. Donc en fait, comment ça s'est fait? Il y a les éditos, donc c'est les experts qui font les playlists. Les éditos nous ont donné une liste de 2000 artistes qui considèrent être comme un peu la relève de 2024, quoi. Et après, c'était hyper simple parce que du coup, nous, ces artistes-là, une fois qu'on avait la liste, ils ont tous un point dans l'espace. Donc j'avais déjà les vecteurs et j'ai aussi les vecteurs des utilisateurs et du coup, j'avais juste à calculer des distances entre l'utilisateur et l'artiste, etc. Et après, je l'ai classé dans l'ordre du plus proche au moins proche et ça faisait une playlist. Et donc, chaque utilisateur avait sa playlist 2024 et ça a eu un énorme succès. Et il y a des artistes qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, qui sont pas connus, mais qui ont plus de streams qu'à l'époque. On a fait une petite analyse a posteriori et c'est trop cool. Ils sont encore écoutés aujourd'hui et tout. Il y a eu des likes, donc trop cool. Donc voilà, c'était une nouvelle fonctionnalité. Et ça, on nous en demande régulièrement. Enfin, pareil pour le International Women's Day, ça arrive qu'on nous demande. Par exemple, là, ça a été pareil. Ils nous ont donné une liste d'artistes femmes et j'ai dû, pareil, calculer les distances. Mais aussi, je crois qu'on a rajouté dans la roue, c'est pas un mood, mais la possibilité d'avoir que des artistes féminines dans le flow, etc. Ah, et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dans le flow mood, les moods, l'information moods, elle vient justement de l'équipe R&D. Quand je vous disais qu'on travaillait ensemble, etc. Par exemple, ils nous fournissent à chaque track, ils associent un mood. Et c'est eux, dans leur petit labo, qui nous trouvent ça, quoi. C'est pas vrai, c'est pas un labo, hein, c'est un open space comme tout le monde, mais voilà. Donc voilà, nouvelle fonctionnalité. Et un dernier type de projet que j'ai isolé, c'est pas vraiment un type de projet, mais c'est pour vous dire que je peux, moi, proposer une idée qui n'est pas... typiquement, celle-ci, là, donc je vais vous en parler, c'est pas vraiment la data science, en fait. C'est plus aller chercher les datas d'un utilisateur, mais il n'y a pas de recommandation derrière. Mais en gros, c'est quelque chose que j'ai imaginé, c'est que j'aimerais bien que l'utilisateur reçoive une notification ou alors puisse trouver dans son profil il y a X années, jour pour jour, tu as découvert cette chanson. J'aime bien jouer sur la nostalgie et tout. Je trouve que la musique et la nostalgie, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Donc c'est un truc que j'ai proposé et du coup, j'ai pu prendre le temps de travailler un peu dessus. J'ai essayé de le vendre à des chefs de projet, etc. Voilà, ça prend pas, mais il y a pas que des trucs qu'on me dit, ok, fais ça, c'est ça. Je peux aussi, comme moi-même, je suis utilisatrice. Je peux être force de proposition, quoi. Pareil, autre chose, on a ce qui s'appelle des 100% quand tu vas sur la page, sur une page artiste. Tous les artistes, ils ont une playlist 100% où en fait c'est que des tracks à eux, c'est un peu tous leurs classiques, etc. Et moi, j'écoute beaucoup de 100% parce que j'aime bien faire des blind tests avec mes potes, mais des blind tests ciblés sur un artiste. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il manquait plein de gros classiques sur certains artistes, etc. Et en fait, ces playlists-là, elles sont faites à la main. Et du coup, je me suis dit, ça serait cool qu'on automatise ça. Et donc, j'ai créé un espèce de prototype et tout que j'ai proposé à l'équipe qui gérait ça jusqu'à présent. Et voilà. Et donc, pareil, c'est un truc où j'étais proactive. Voilà. Ah oui, il faut que je vous parle de nos outils. Ça, c'est les langages qu'on utilise. Donc, ça, c'est Spark, ça, c'est Scala et ça, c'est Python. Du coup, vous connaissez.
On fait pas trop de SQL. Les data analysts, ils font plein de SQL, mais après, ça nous arrive d'aller sur BigQuery et de faire un peu de SQL parce que c'est plus rapide, en vrai. Mais voilà, c'est vraiment un bonus. Ensuite, ça c'est un Jupyter, c'est des notebooks, c'est des plateformes sur lesquelles on peut on peut tester des trucs quoi en dev. Ça c'est pour Google Cloud Platform, donc on est sur le cloud de Google, tout est stocké sur le cloud de Google. Et GitHub, je sais pas si vous connaissez, mais ok, mais je pense que vous allez beaucoup entendre parler si vraiment vous devenez data analyst, parce que c'est un peu la base. Enfin, en gros, nous, comment on fonctionne, c'est dès qu'on estime que notre code il est bon, on le met sur GitHub et après on attend que nos collègues nous valident en fait. Et après ça part en prod si c'est validé. Et puis même c'est pratique pour stocker chacune des modifications du projet. Si on se trompe à ta modification, on peut revenir en arrière, etc. Enfin, c'est hyper facile pour faire un suivi d'évolution de code, quoi. Et puis ensuite, c'est beaucoup moins technique, mais on collabore avec Slack, on se parle avec Slack, on est beaucoup sur Zoom. Ça, c'est Confluence. Donc, c'est pour notre documentation, on a tout sur Confluence. Et Jira pour la gestion de projet, pour s'attribuer les tâches. Voilà. Et enfin, je vais vous donner quelques conseils, du coup, si vous voulez postuler dans la data. Alors, comme je vous ai dit au début, quand j'étais chez Enesis, j'étais pas vraiment data scientist, parce que j'avais pas du tout mis au clair avec mon patron ce que je voulais faire, quoi. Et j'aurais dû, parce que du coup, je me suis retrouvée data engineer. Bon, en vrai, c'était intéressant, c'est facile après pour se vendre, parce que j'ai fait plusieurs trucs, mais c'était pas ce que je voulais faire, quoi. Et du coup, ouais, faites attention dans les offres. Un coup, ils disent data scientist, mais en vrai, ils veulent dire data analyst. En vrai, je vois de plus en plus d'offres de data scientist qui sont en fait des offres de data analyst. Et du coup, je crois que maintenant, le mot pour data scientist, c'est plutôt machine learning engineer. À ne pas confondre avec data engineer. À ne pas confondre non plus avec software engineer, c'est autre chose. Donc ouais, faites attention dans les offres. Mettez bien au clair les missions que vous voulez avec votre patron ou patronne. Et deuxième conseil, moi je me sentais pas du tout légitime. Enfin, j'aurais pu me sentir pas légitime en postulant parce que j'ai pas fait l'alternance. L'alternance, ça a l'air vraiment cool en vrai. Parce que moi je débarque, j'ai pas trop d'expérience à part les stages, mais du coup, bah, j'ai beaucoup mis en avant mes stages. Ça m'a permis de me sentir un peu plus légitime. Mais surtout les fameux TP dont je vous parlais. Donc dès qu'on apprenait une méthode, vraiment chaque semaine on avait un TP différent. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ouais, à me sentir plus légitime. Et aussi, en parlant des stages, les stages, c'est fait pour apprendre. Donc, vous pouvez faire un max d'erreurs. Enfin, vraiment, c'est impossible qu'ils vous en veuillent. Du coup, bah ouais, profitez vraiment de vos stages pour apprendre un max. Parce que après, ouais, en CDI, c'est plus compliqué de faire des erreurs. Il y a la période d'essai et tout, c'est pas ouf. Mais ouais, voilà. Et du coup, je crois que c'est tout pour moi. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Bon, moi, j'ai envie sur un des éléments que tu as mentionné tout à l'heure, par rapport aux artistes émergents. Comment est-ce que les artistes que vous avez mis dans la liste 2024 ont été sélectionnés? Est-ce que c'est basé sur de la donnée aussi, ou est-ce que c'est plutôt basé sur des artistes qui sont intéressants pour vous financièrement de propulser? En vrai, je suis passée très vite dessus, mais on a des espèces d'experts en musique chez Deezer qu'on appelle des éditos. Donc, c'est eux qui vont construire les playlists à la main, les playlists éditos, en fait. Généralement, c'est des anciens journalistes ou animateurs radio, des trucs comme ça. Enfin, et en fait, c'est eux qui les sélectionnent selon leur culture, en fait. Mais non, je crois pas qu'il y ait un intérêt financier. Bah, de toute façon, ils sont émergents, donc pour l'instant, ils ont pas trop d'intérêt financier, en vrai. Et est-ce que chaque édito a un genre? Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un côté business, parce que vous parlez d'intérêt économique, par exemple, je sais pas, il y a certains studios qui potentiellement ils vont injecter un budget pour que justement vous dans les recommandations, ça soit
Genre, c'est pas... Ouais, c'est nouveau. On a un peu fait la gueule, mais ouais, maintenant on va sponsoriser des tracks. C'est les labels selon ce qu'ils payent, etc. Ça reste personnalisé parce que sinon de toute façon ça marche pas. Enfin c'est comme les pubs en vrai si je te passe des trucs. Enfin bref. Mais ouais, maintenant on sponsorise des tracks. Ouais. Une question aussi sur les artistes. Comparé aux autres plateformes de streaming, quel pourcentage va aux artistes sur Deezer Est-ce que je pourrais retrouver ça? Mais en fait, ça va dépendre. En fait, c'est proportionnel. On a un gros gâteau et je sais pas s'il y a que 2 artistes qui ont fait des streams, bah ils auront 50-50. Enfin, ça dépend du nombre de streams. Mais en fait, plus il y a d'artistes et plus la part elle rétrécit quoi. Donc ça dépend vraiment du mois. Enfin, c'est variable. Il n'y a pas de pourcentage. Mais c'est pas beaucoup. Est-ce que tu aurais une moyenne à me donner En vrai, non. Et je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Enfin, en fait, ça doit se trouver sur Internet. Hein. Je sais pas. Ouais. Pour répondre aux crunchs que vous voyez venir, quelles sont vos méthodes? Est-ce que ça vous trouver ou est-ce que ça passe Quand les crashs, tu veux dire quand un user... les départs, quand vous Les- précisez les ouais. départs de clients. Les churn, ouais. Des crunchs, pardon, oui. Non, les churn. Pardon. Non, mais t'inquiète. Mais moi, j'avais plus le mot. Je crois qu'il y a des trucs qui se... Du coup, moi, comme je travaille pas dessus, je sais pas trop, mais je crois qu'il y a des trucs qui se font avec le CRM. Donc, le CRM, c'est les gens qui vont envoyer des notifications, des mails un peu personnalisés, etc. Et je crois que quand on sent qu'un user nous lâche, ça s'active un peu côté CRM et je crois pas que ça leur envoie une offre ou quoi, mais je sais pas. Enfin, si on voit qu'un utilisateur a été inactif pendant X temps, on lui dit, regarde, on a une nouvelle fonctionnalité, viens voir, etc. Alors que moi qui suis active tous les jours, je reçois jamais ce genre de mail parce qu'il n'y a pas besoin de me dire viens voir parce que je vois. Mais voilà. Ouais. Une question en ligne Ah. sur le côté analyse de données. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre. Mais en gros, il y a Yoshi qui voudrait savoir, selon toi, quelle est la phase la plus chronophage, justement, dans tout le traitement des données. Non, en vrai, désolé, c'est pas mon métier. Pas du tout. Non. Je crois qu'ils ont beaucoup de mal avec les logs qui sont pas très propres et ils ont pas l'air très contents. Enfin, ils me parlent souvent des logs et ils sont pas contents. Et comment toi, t'es amené à bosser avec les équipes de data analyst? On en a 2 là qui sont attitrés à mon équipe et qui viennent à nos meetings d'équipe, etc. Et sinon, alors on est très 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 potes en vrai et du coup la communication est hyper facile et puis dès qu'on sort, enfin ouais, dès qu'on a envie de sortir un A/B test, on va aller voir. Bon, pote ou pas, en vrai, ça marche comme ça, mais on leur envoie un message, voilà, je fais un A/B test, sors-moi un dashboard, je veux ça, ça, ça dans le dashboard. Et surtout, en plus du dashboard, après, il faut qu'ils fassent une analyse derrière. Et ouais, c'est très fluide. Et juste, il y avait une question ici. En fait, du coup, c'est une question un peu générale, mais pour faire par exemple une position donnée en fait, des musiques, vous vous basez sur quels critères, enfin. C'est, bah, en fait. Certains qui sont plus forts, Ouais. qui sont plus forts que d'autres. Bah, en fait, une fois qu'on a fait tout le travail de placer un artiste dans l'espace, et ça, c'est basé donc sur les critères de tel artiste est mis en playlist avec tel artiste, ou alors écouté avec tel artiste, machin. Donc, ils sont proches dans l'espace. Et après, on a aussi les points de user dans l'espace, et après, on calcule des distances. Et du coup, ouais, les critères, c'est vraiment les co-apparences en playlist des artistes les uns avec les autres, et les écoutes de l'utilisateur de l'autre côté. Est-ce que je peux donner un exemple? Je sais pas, on a un artiste émergent A, donc son point, il est proche de l'artiste B dans l'espace. À côté de ça, tu as un utilisateur qui écoute énormément l'artiste B, enfin qui est proche de l'artiste B dans l'espace. Et du coup, on a déduit que l'artiste A, il est proche de l'utilisateur, et donc on va recommander l'artiste A à l'utilisateur. Ouais.
Est-ce que le changement d'identité récent, donc novembre 2023, Ouais. le changement d'identité a amené, pas obligatoire, mais a amené un vrai changement dans votre manière de travailler aussi, déjà tout seul, mais aussi en équipe, et peut-être avec toutes les autres équipes, parce qu'il y a vraiment eu un changement de philosophie notable. Ça faisait longtemps. Peut-être pas le changement de logo, mais ouais, on avait eu un changement de philosophie un peu avant où on s'était dit, ok, maintenant on cible la Gen Z. Donc ça faisait en vrai ça faisait bien un an qu'on avait eu ces consignes et en vrai qu'on les appliquait, etc. Et le changement de logo, ça faisait partie plutôt du changement de philosophie. C'est pas. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez déjà identifié du coup ce choix en tant que data, est-ce que vous avez déjà identifié des différences de comportement depuis ce changement d'identité, genre une réception plutôt positive, ouais. Une utilisation différente de la plateforme peut-être qui a été refaite aussi. Oui, il y a eu un petit changement. Ouais. Alors apparemment ça a été très bien perçu. En vrai moi comme j'ai pas les analyses etc. Mais j'ai entendu dire que ça avait été hyper positif. J'étais surprise, mais bon. Et aussi, je rebondis là-dessus. Je vous ai pas dit, mais on travaille beaucoup avec ce qui s'appelle la user research. Donc, ok, les data analysts, ils servent à faire toute l'analyse quantitative, etc. Mais on a aussi des user researchers qui interviewent des utilisateurs. Et du coup, là, c'est beaucoup plus qualitatif. Ils peuvent leur poser plein de questions, etc. Et du coup, on a eu plein de bons retours d'après la user research. Et ouais, ça je sais pas si c'est un truc qui se voit beaucoup côté data analyse du coup. Je pense que c'est plus de l'image de marque, etc. Donc c'est moins. Je pense qu'on pourrait le voir ouais. Le temps d'écoute ou alors le nombre d'arrivées, des trucs comme ça, peut-être. Ouais, là ça m'étonnerait qu'ils aient vu des différences. Ça m'étonnerait qu'ils aient vu des différences sur le temps d'écoute, peut-être sur le nombre de téléchargements, quelque chose comme ça. En vrai, c'est vrai que le but c'était aussi, évidemment, de buzzer pas mal. Et donc, il y a plein de gens, j'imagine, qui ont retéléchargé Deezer juste après ça pour se dire « Ah, mais ça fait longtemps, je vais aller voir. » Ouais. Ouais. Tu parlais du coup tout à l'heure de A/B testing. Est-ce que tu aurais des exemples de choses qui ont été faites en A/B testing, particulièrement pour le recyclage de Gen Z Parce que vous avez changé l'interface aussi du coup dans cette boutique-là. Ouais. Après, l'interface, en vrai, c'était plus de la forme que du fond. On a changé un peu la format d'écriture, etc. Mais je sais pas si ça va répondre à ta question. Mais là, par exemple, on est en train de tester une page d'accueil un peu dynamique. Où si on voit que tu écoutes plein d'albums, on va te mettre tes albums préférés en haut, etc. Enfin, même la homepage sera personnalisée, quoi. Et c'est peut-être plus un truc de jeune que de vieux, je sais pas. Mais du coup, là, c'est en A/B test actuellement, par exemple. Mais en vrai, on la teste sur tous les utilisateurs. Après, on peut régler en fonction des âges. Donc, ça se trouve, il y a des tests qui sont faits là-dessus, mais je suis pas au courant. Est-ce que du coup, vous identifiez les utilisateurs Gen Z à partir de leur date de naissance, ou plutôt à partir de leur comportement sur l'application? Date de naissance. Ouais. Et est-ce qu'il y a une différence entre... Je sais pas. Et pour rebondir sur la segmentation plutôt des profils des users, qui gère cette partie-là dans votre équipe? Et est-ce que c'est important pour toutes les prédictions que tu peux mettre en place? En fait, ça dépend de la segmentation. Enfin, moi, par exemple, quand je suis arrivée chez Deezer, je vous l'ai pas dit, mais j'ai été embauchée pour recommander des pubs. C'est pas très sexy. Mais et du coup, j'ai dû segmenter les utilisateurs. Lui, il aime bien voyager. Lui, il aime bien les trucs un peu zen. Lui, il est sportif, etc. Donc ça, c'était une segmentation pour la pub. Mais il y a aussi la segmentation. Là, typiquement pour la homepage dynamique, je crois qu'il y a une segmentation et on a identifié 4 segments. Alors c'est pas moi du tout qui les fait. C'est justement la user research, il me semble. Et du coup, il y a les gens qui adorent tourner sur leurs favoris, il y a les gens qui adorent le contenu éditorial, et il y en a 2 autres, je sais plus ce que c'est. Mais donc là, c'est une autre segmentation qui sert à autre chose, mais par exemple, on segmente pas du tout les users en genre, par exemple, en genre de musique.
Parce qu'en vrai, la plupart, ils écoutent différents genres déjà. Et ouais. C'est pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai une dernière question qui est un peu différente par rapport à tout ce que tu as partagé tout à l'heure. En gros, c'est Monique qui voulait savoir, est-ce que vous avez réussi à identifier des nouveaux changements de comportement depuis le Covid-19? Pendant le Covid, on avait moins d'écoute, ça c'est sûr. Enfin. Ah ouais. De quoi? Ouais, exactement. Moins de transport en commun, ouais. Et moins de soirées. Ah ouais, franchement, c'est compliqué le Covid. Mais sinon, enfin, si le Covid, enfin, je pense que entre 2018 et là 2024, on n'a pas, je pense pas qu'il y ait eu de changement, non. Enfin, on n'a rien identifié. Mais, enfin, on a senti le Covid en termes de chiffres, quoi, mais je sais pas si c'était ça la question. Oui, c'était pour savoir Ok. s'il y avait une différence dans les comportements et peut-être Ouais. ce que vous avez pu mettre en place. Non, franchement, c'était la crise de partout. À part Netflix, tout le monde a pris cher. Hein. Même, je pense que Uber, enfin, plein. Les restos, n'en parlons pas. Enfin, non, on a pris notre mal en patience. Hein. Peut-être c'est une supposition, je me rappelle pas trop, mais on a peut-être mis un peu plus les podcasts en avant. Ça aurait été une bonne stratégie. Je pense qu'à ce moment-là, on poussait pas mal les podcasts, mais voilà. J'ai une question comme ça, vous savez, il y a combien de personnes, enfin, en termes de proportion dans tous les employés de Deezer, il y en a combien qui font partie, qui sont dans le domaine de la data? Alors, les data analysts, il doit y en avoir une trentaine, ils sont beaucoup. Non, j'exagère. Non, si, franchement, 30. Nous, on est une quinzaine. Ouais, il y a entre 40 et 150 personnes dans la data. Et après, t'as beaucoup de développeurs. Et sinon, t'as le marketing, les relations artistes, etc. Ça marche. Voilà. On n'est pas beaucoup. On est 500 en tout chez Deezer. Enfin, peut-être un peu plus. C'est pas beaucoup. Et une dernière question plus sur l'évolution pro. Donc toi, aujourd'hui, tu es sur un poste de data science. Comment est-ce que tu vas évoluer du coup sur ce poste? Alors, c'est soit je deviens plus senior et plus expérimenté en data, soit je passe plutôt côté manager. Moi, j'aimerais bien plutôt être manager. Je sens que j'ai envie de faire plus de relationnel. Donc ouais, je pense que je vais plutôt aller vers là-bas. Mais ouais, faut qu'il y ait une opportunité, quoi. Ça bouge pas trop dans mon équipe. Mais ouais, c'est comme ça que je me projette. Et une autre question, du coup, peut-être pour terminer. Enfin, deux autres questions même. Encore en lien avec la partie purement carrière. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, plutôt sur les profils de data analyst, du coup, qui aimeraient peut-être évoluer sur le côté data science? Je pense qu'il y a des cours super en ligne. Après, moi, comme j'ai le parcours classique, je suis pas passée par là, donc. Mais j'imagine qu'il y a des bons cours en ligne et même des vidéos super. Et en vrai, les data analysts avec qui on travaille, ils commencent à comprendre pas mal ce qu'on fait. Je suis sûre que s'il y en a un qui veut passer dans notre équipe, il pourra apprendre sur le tas. Ah oui, et ce que j'ai pas dit, c'est qu'on apprend beaucoup en entreprise, plus qu'à l'école, je pense. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Et donc ouais, on apprend. Enfin, moi, je savais pas coder en Spark avant d'arriver dans ma première boîte, et j'ai appris sur le tas, et voilà. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'on fait. Donc ouais, en vrai, s'il arrive à être embauché en tant que data scientist alors qu'il est data analyst, il pourra apprendre sur le tas. Après, ouais, faut quand même avoir des bonnes bases en stats et en maths, mais ça s'apprend, quoi. Merci beaucoup. Et une dernière question, plus en rapport avec l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'utilisez? Est-ce que ça a un réel impact
impact sur votre rôle global en tant que data scientist? Alors, on l'utilise énormément pour coder. Enfin, moi, j'utilise ChatGPT tout le temps. Et par contre, est-ce qu'on va en intégrer dans les fonctionnalités? Je pense que c'était plutôt ça la question. Ouais, c'est un peu en cours de discussion. On aimerait bien faire des playlists intelligentes où on dit ouais, je veux une playlist pour faire ça. Crée-moi une playlist, quoi. Et en vrai, on a déjà un truc qui marche plutôt bien. Je sais pas quand est-ce qu'on va le mettre en production, mais on a un truc, ouais. Après, on n'est pas là à jurer que par ça. Mais du coup, est-ce que les éditos, ils seraient amenés à disparaître? Peut-être que leur métier va évoluer, ça va plus être une collaboration. Parce qu'en vrai, ils ont vraiment énormément de travail, les éditos, là. Ils ont beaucoup de playlists, il faut les mettre à jour. Donc ici, on peut enfin là, typiquement, les 100%, maintenant que c'est industrialisé, ils peuvent se concentrer sur d'autres choses. Et puis les éditos, c'est... Comme j'ai dit, c'est beaucoup des anciens journalistes, etc. Donc ça se trouve, ils aimeraient trop plutôt faire des interviews, des trucs comme ça. Donc un autre type de contenu. Et on a notre édito rap qui a créé l'espèce de mixtape La Relève, où elle a dû donc sélectionner des artistes qu'elle considérait comme La Relève pour qu'ils nous fassent du contenu exclusif, donc qui est que sur Deezer. Et il y avait toute la direction artistique derrière. Enfin, je pense que non, leur métier va pas disparaître. Peut-être qu'ils feront moins de playlists qu'avant, mais ça va aller. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là si vous n'avez pas d'autres questions. En tout cas, merci encore Ariel pour ta présence. Merci à vous. Et puis, si jamais on veut discuter plus informel avec Ariel. Je quitte ou Ok. Comment on fait à quitter?